Bienvenue pour cette nouvelle plongée analytique. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Bonjour Sam, Et oui, c'est un sujet particulièrement dense aujourd'hui. Je suis ravi d'être là. ravie de vous recevoir comme toujours. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de décortiquer une étude médicale franchement fascinante. Fascinante et surtout très très concrète. C'est ça. On veut en extraire l'essence, comprendre ce qui se joue vraiment en coulisses, et tout ça sans se noyer dans un jargon impénétrable. Parce qu'il y a un véritable enjeu à rendre ces données accessibles en fait. C'est crucial pour quiconque s'intéresse à la santé publique. Absolument. Alors pour poser les bases, le document source de notre analyse, c'est une étude qui a été publiée en janvier 2021 dans les Mayo Clinic Proceedings. Ouais, un travail massif. Menée par la chercheuse Zaira Aversa, avec une équipe conjointe de la Mayo Clinic et de l'université Rutgers. Et le sujet du jour, le lien entre l'exposition aux antibiotiques au cours des 2 premières années de vie d'un bébé et son état de santé plus tard pendant toute son enfance. Mais avant d'aller plus loin, je crois qu'il est il est fondamental de clarifier le ton et l'enjeu de cette discussion. Oui, on ne va pas faire de raccourcis dangereux. Exactement. Il ne s'agit en aucun cas de diaboliser les antibiotiques, c'est pas du tout le propos. Il sauve des lions, on est bien d'accord. Bien sûr. L'idée, c'est plutôt d'appliquer un vrai esprit critique à une pratique qui est extrêmement courante aujourd'hui. C'est d'évaluer finement la balance entre l'éradication d'une infection, à l'instant T, et les conséquences sur le long terme. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Pour comprendre pourquoi cette étude est si solide, il faut regarder les fondations, les chiffres. On n'est pas sur un petit groupe test, là. Ah non, pas du tout. Les chercheurs ont suivi la quasi-totalité des enfants nés dans le comté de Olmsted, dans le Minnesota, sur une période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011. Ce qui nous donne une base de données exceptionnelle. En tout, ça représente 14 572 enfants. Et pour être précis, c'est 7026 filles et 7546 garçons. Avoir une telle cohorte en population générale, c'est d'une force méthodologique énorme en fait. Parce qu'on évite les biais de sélection, c'est ça, hein. Voilà, on ne regarde pas juste des enfants qui sont déjà très malades ou qui fréquentent des hôpitaux super spécialisés. On a une photographie fidèle de la population globale du comté. Et au sein de cette population, la statistique choque, le chiffre qui m'a vraiment fait bondir, c'est que sur ces plus de 14 000 enfants, sur cette énorme cohorte, 70% ont reçu au moins une prescription d'antibiotiques pendant leurs 2 premières années de vie. C'est vertigineux, oui. 10 220 enfants. Pour rendre ça plus concret, c'est comme regarder une cour de récréation de maternelle et réaliser que 7 enfants sur 10 ont déjà eu ce type de traitement systémique. Avant même de savoir faire des phrases complètes. Exactement. C'est fou quand on y pense. La prévalence est massive. Et la méthode qu'ils ont utilisée pour analyser ça est très rigoureuse. Ils ont fait ce qu'on appelle une analyse du délai d'apparition. Le fameux Time to Event Analysis. C'est ça. Ils ont épluché les dossiers médicaux de ces enfants jusqu'au 30 juin 2017. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle ne dit pas juste la maladie est là ou pas là. Elle regarde l'évolution sur la durée. Tout à fait. Elle intègre le temps qui s'écoule entre la prise du médicament et l'apparition du problème de santé. Alors je fais une petite pause décontractée pour faire un premier mini-résumé à l'attention de ceux qui nous écoutent. Je vous en prie. En clair, on a une étude massive, plus de 14 000 enfants suivis pendant des années, de la naissance à l'adolescence. Et la grande majorité a pris des antibiotiques très très tôt. Le décor est planté. Et les résultats sont parlants? C'est la grande question. Qu'ont-ils découvert en fouillant dans ces dossiers? Ils ont vu que le risque augmentait pour toute une liste d'affections. Une liste assez longue, oui. L'asthme, la rhinite allergique, la dermatite atopique, la maladie cœliaque, le surpoids, l'obésité infantile, Et le TDAH? le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ça? Je m'émerveille, ou plutôt je m'étonne, du fait que ces maladies touchent des systèmes physiologiques totalement différents. C'est vrai que c'est très divers. On a du respiratoire et de la peau, avec l'asthme et la dermatite, donc ça c'est le système immunologique. On a du métabolique et digestif, avec l'obésité et la maladie cœliaque. Et du neurocomportemental avec le TDAH. C'est dingue qu'un seul type de traitement puisse résonner dans des systèmes aussi radicalement opposés. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ils ont quantifié cette résonance. Dans l'étude, ils parlent de ratio de risque, ou hazard ratios. Pour ceux qui ne sont pas statisticiens, ça veut dire quoi concrètement? En gros, ces ratios vont de 1,20 à 2,89. Pour vulgariser, le risque de développer ces maladies est significativement multiplié. Donc on n'est pas sur une petite augmentation à la marge. Pas du tout. Dans le haut de la fourchette, on frôle un risque multiplié par 3 par rapport à un enfant qui n'a pas pris d'antibiotiques. Mais là, il y a une objection évidente.
L'esprit critique oblige à se demander et si c'était dû à autre chose. Les fameuses variables de confusion, c'est la question critique par excellence. Parce qu'on pourrait très bien se dire que ces enfants ont un environnement familial différent ou je ne sais pas, une alimentation spécifique. Les chercheurs l'ont anticipé. Ils ont pris grand soin d'ajuster leurs résultats en tenant compte de nombreux autres facteurs. Lesquels par exemple? Le sexe de l'enfant, le poids à la naissance, l'origine ethnique, le fait d'être né par césarienne ou non. Déjà, c'est pas mal. Mais ça va plus loin. Ils ont aussi intégré les facteurs maternels, l'âge de la mère, son éducation, si elle fumait, Même le tabagisme. oui, et même l'utilisation d'antibiotiques par la mère elle-même pendant la grossesse. Ah ouais, le filtrage est méticuleux. Extrêmement. Et le constat, c'est que malgré tous ces ajustements mathématiques, le lien avec la prise d'antibiotiques chez le bébé persiste. Le signal reste fort. Donc, deuxième mini-résumé pour que ce soit bien clair. Allez-y. Même en écartant scrupuleusement toutes les autres explications logiques, comme le fait de fumer pendant la grossesse ou le poids du bébé à la naissance, la conclusion reste la même. Les bébés ayant pris des antibiotiques développent davantage d'allergies, de problèmes de poids ou de troubles de l'attention en grandissant. C'est exactement ça. Mais ce serait trop simple de s'arrêter à une vision binaire. Oui, l'étude ne dit pas juste exposé ou non exposé. Elle va beaucoup plus loin dans la nuance. La physiologie est rarement du tout ou rien. L'étude met en évidence que ces associations sont influencées par la notion de dose et de chronologie. Le nombre de prescriptions compte. Le nombre, le type d'antibiotique et le moment précis de l'exposition. C'est logique au fond. Et c'est là qu'intervient une donnée cruciale des résultats. Si on regarde la figure 2 de leur publication, on voit le risque combiné. Qu'est-ce que ça montre exactement? Ça montre que les enfants exposés aux antibiotiques ont une probabilité beaucoup plus élevée de cumuler plusieurs de ces problèmes de santé. Ils ne développent pas juste un seul truc. Voilà. En particulier, ceux qui ont reçu de multiples prescriptions passent beaucoup plus d'années de leurs 14,5 premières années de vie à lutter contre 2, 3 ou même plus de ces maladies simultanément. Le fardeau pour un enfant, et pour sa famille d'ailleurs, est démultiplié. Gérer de front des allergies, de l'obésité et un TDAH, c'est lourd. C'est très lourd. Et ça nous amène directement à la conclusion des chercheurs. Qui n'est évidemment pas de jeter les antibiotiques à la poubelle. Surtout pas. La connaissance doit mener à l'application clinique, pas à la panique. Ils ne disent pas d'arrêter d'en prescrire parce que ça reste des médicaments qui sauvent de la mort face à des infections bactériennes sévères. Bien sûr. Ils disent simplement qu'il est absolument justifié de faire des recherches supplémentaires pour établir des directives pratiques plus fines. Le but absolu, c'est d'optimiser les avantages tout en minimisant ces risques. C'est ça. Donc, troisième et dernier mini-résumé, plus un bébé reçoit d'antibiotiques, plus le risque d'empiler ces différents problèmes de santé pendant l'enfance augmente. C'est un vrai exercice d'équilibriste médical. Un défi quotidien pour les pédiatres, en effet. Alors, on arrive à la fin de notre analyse. Pourquoi cette exploration est si essentielle pour quiconque nous écoute aujourd'hui? Parce que ça nous concerne tous. Qu'on soit parent, professionnel de santé ou juste quelqu'un de curieux du fonctionnement du corps humain? Ça nous rappelle que dans un monde où on est sursaturé d'informations, ce genre de données solides nous aide à poser de meilleures questions. Exactement. Ça rappelle que les décisions médicales de routine, prises au tout premier stade de la vie, elles ont un poids considérable. C'est l'idée de repenser la notion d'intervention anodine. La prochaine fois qu'on est en consultation, ça permet d'engager un dialogue constructif avec son médecin pour vraiment équilibrer le bénéfice et le risque. Mais avant de se quitter, il y a une pensée provocatrice qui m'est venue en lisant ça. Une réflexion inédite bâtie sur ces faits. Je sens que c'est la question qui fâche. Pas qui fâche, mais qui donne le vertige. L'étude de la Mayo Clinic s'arrête en mesurant les effets sur les 14 ans et demi de vie. Oui, l'enfance, c'est le début de l'adolescence. Mais si une exposition pendant les 24 premiers mois peut dérégler à la fois notre système immunitaire, notre métabolisme et notre comportement, jusqu'à l'adolescence. Qu'en est-il du reste de notre vie ? C'est ça. Est-ce que ce simple traitement reçu au berceau continue secrètement de dicter notre trajectoire de santé à 40, 50 ou 80 ans? C'est une question vertigineuse. Et la science de l'épidémiologie aura besoin de décennies pour y répondre pleinement. En attendant, c'est une excellente réflexion à garder dans un coin de sa tête. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette analyse approfondie avec nous aujourd'hui. Merci à vous, c'était un plaisir de décortiquer ça. On laisse cette question ouverte pour nourrir votre curiosité et votre esprit critique. Portez-vous bien et à très vite pour une prochaine plongée analytique.